19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 25 avril 2019. Le président de la République, Issoufou Mamadou, a procédé ce matin à Filengue à l'inauguration officielle des routes Balayara-Filengue et Filengue-Abala-Sanam. Et c'est là pour le plus grand bonheur des usagers et surtout de la population. Je vous invite de suivre un extrait du président Issoufou Mamadou au lancement de cette tronçon. Je pense que c'est une autre promesse très importante que nous venons de tenir. Il s'agit de ce tronçon de l'axe Niamey jusqu'à Agadez, mais qui pour l'instant est limité à Balayara, Filengue, Abala et Sanam. Nous allons poursuivre les efforts pour réaliser les promesses que nous avons faites au peuple nigérien, en particulier dans la région de Tillabéri. En ce qui concerne les infrastructures, nous prévoyons, Inch'Allah, dans les prochains mois, le lancement de la route Bani-Bangou-Balayara. Ça aussi, c'est un axe extrêmement important. Donc ces efforts vont se poursuivre, aussi bien sur le plan des infrastructures que dans les autres domaines du programme de renaissance, que ce soit la sécurité, par exemple. Je sais que la région de Tillabéri a des problèmes, les problèmes que vous connaissez, comme la région de Difa. Nous allons continuer à faire des efforts afin de créer les conditions de la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble de notre territoire. Nous allons également continuer à travailler sur les autres priorités du programme de renaissance, la renaissance culturelle, le renforcement de la démocratie dans notre pays, en préparant bien sûr les prochaines échéances électorales, qu'elles soient locales ou générales. Nous continuerons également à travailler sur l'initiative 3N, afin que les Nigériens puissent nourrir les Nigériens. Nous continuerons à travailler dans le domaine de la promotion de l'éducation, de la santé, de l'accès à l'eau pour les populations et surtout de la création d'emplois pour les jeunes. Parce que nous avons des milliers et des milliers de jeunes qui sont au chômage, qui attendent d'avoir des emplois. Nous y reviendrons sur cet élément plus en détail dans nos prochaines éditions. Dans le cadre de la lutte contre Boko Haram dans la région du bassin de lac Tchad, une nouvelle stratégie vient d'être élaborée par la commission du bassin du lac Tchad, une stratégie régionale pour la stabilisation de la région au centre d'une conférence de presse animée ce jeudi par le secrétaire exécutif de la CBLT et le gouverneur de Difa. C'est résumé par Hassan Saleh Mustafa sur les images de Sadou Doumi. Accélérer le processus de la stabilisation de la région du lac Tchad déstabilisée par les attaques de Boko Haram depuis environ 10 ans. C'est l'objectif d'une stratégie régionale élaborée par la commission du bassin du lac Tchad pour une période de 5 ans, prenant en compte les préoccupations des jeunes. Sont des jeunes, lorsque vous avez des jeunes passifs, désœuvrés, illettrés, qui n'ont jamais mis pied à l'école, qui ne font rien, ainsi simplement exposés vraiment dans des groupes terroristes. Il est question de manière urgente. Nous sommes dans le pays numéro 9 qui traite de l'autonomisation, de l'inclusion des femmes et des jeunes, de générer des recommandations sur le modus operandi de ces Au Niger, c'est la région de Difa qui est la cible des éléments de Boko Haram. Les récentes attaques qu'ils ont menées dans cette partie du Niger ont provoqué le déplacement des réfugiés vers la ville de Difa. À la date du 25 avril 2019, 19 900 personnes sont recensées et assistées selon le premier responsable de la région. En dehors de l'accueil qui leur a été réservé, nous avons mobilisé la communauté humanitaire et tous les intervenants au niveau de la région de Difa, en tout cas pour les prendre en charge. La prise en charge consiste en quoi? D'abord le problème d'habitat, puisque pour la plupart ils ont tout abandonné, ils sont venus dans les véhicules, donc il fallait en tout cas trouver des logis. Et il y avait des problèmes d'infrastructure, donc l'eau, le problème de l'eau, il y a des problèmes bien sûr de prise en charge, notamment l'alimentation. Donc tout ça a été pris en compte par la communauté humanitaire et les dispositifs au niveau régional. Donc il y a eu un travail d'abord de recensement qui a été fait. Parmi les déplacés, des enfants scolarisés, leur situation aussi est sous contrôle.
Pour la situation des enfants, n'est-ce pas, des déplacés qui vont à l'école, ils sont systématiquement en tout cas orientés déjà au niveau des écoles qui sont sur place. Puisque la ville de Difa, quand même, c'est une ville où il y a pratiquement toutes les commodités, en tout cas en grande partie, il y a déjà des écoles, comme je disais. Il y avait déjà des réfugiés et des déplacés qui avaient pratiquement tout. Ils ont des écoles, ils ont des centres de santé, etc. Donc vraiment, ils ont toutes les commodités. Et ces réfugiés aussi sont venus donc s'ajouter. Donc il fallait voir en tout cas en termes de besoins, qu'est-ce qu'il faut augmenter. Et c'est à cela que toute la communauté, en tout cas humanitaire, et tous les intervenants au niveau de la région de Difa ont pu en tout cas intervenir pour chacun apporter ce qu'il peut apporter. Cette conférence de presse conjointement animée par le gouverneur de la région de Difa et le secrétaire exécutif de la CBLT vise à présenter la nouvelle stratégie pour sauver la région du lac Tchad. La mise en œuvre de cette stratégie nécessite la mobilisation de 12 milliards d'euros. 2 ont été déjà annoncés par les partenaires. Les étudiants de l'école de comptabilité, de communication et de management ICAM étaient ce matin en visite dans les locaux de la société Nigerlais SA. Cette visite est suivie d'une conférence animée par la PDG du Nigerlais SA, Madame Maïda Zainabou, nous rapporte Nafissatou Zakou et Chebou Guisson. C'est dans le cadre de la 5e édition de la caravane d'études que les étudiants de l'école de comptabilité, de communication et de management ECAM ont effectué cette visite d'entreprise dans les locaux de la société Nigerlais. Cette visite est suivie d'une conférence sur le thème « Le travail de Nigerlais et les impacts sur le développement du pays ». C'est notre premier jour de sortie pour les visites d'entreprise. Donc, nous avons eu à faire hier un lancement pour la caravane de Turquie, qui est une activité que nous faisons annuellement. Chaque année, nous essayons, à travers cette semaine-là, d'amener nos jeunes apprenants sur le terrain, faire des visites guidées, des visites d'entreprise. Après les cours théoriques qu'ils ont eu à l'école, sur les tables. Donc maintenant, c'est dans les entreprises qu'ils vont faire des petites pratiques, voir réellement ce qui se passe, qui est la réalité des entreprises. Pour cela, donc, nous avons un jeu utile d'aller vers notre premier partenaire qui est Nigerlais. La visite s'était axée sur l'usine, donc de la réception de lait cru, n'est-ce pas, en leur démontrant les différentes analyses effectuées pour les recevoir, pour accepter le lait, en passant par la reconstitution du lait, le stockage en tant que réfrigéré, en passant par la pasteurisation des produits, puis la maturation. Et après la maturation, le système de refroidissement du produit avant son conditionnement, puis son transfert en chambre froide. Les équipes de visite se sont redirigées vers l'unité de traitement des déchets, c'est-à-dire une unité de valorisation des déchets, puisque chez nous à Nigerlais, tout se valorise, tout se transforme. On donne une seconde vie aux déchets, donc en utilisant des emballages plastiques pour fabriquer des pavés, des dalles, etc. Les étudiants se disent très satisfaits et édifiés de cette visite qui les a permis d'être les ambassadeurs de Nigerlais SA. Nous avons effectué cette visite d'entreprise. On a vu de façon technique, de façon concrète, de façon matérielle comment se passent les productions, c'est-à-dire de la collecte au traitement jusqu'au transport, c'est-à-dire des produits. À l'issue de cette visite, j'ai été satisfaite du fait d'avoir appris le fonctionnement, tout le parcours que doit suivre le lait avant la composition finale, comment ils font pour faire les laits, les bennes par exemple, aussi les composantes de leur lait. Et aussi, on est passé par la chambre froide pour voir comment ils conservent les produits laitiers. Et aussi, à travers la conférence qu'a animée la présidente, Madame Maïda Zainabou, j'ai compris que dans la vie, il faut être déterminé et croire en soi pour pouvoir arriver. Durant plus d'une heure d'horloge, les étudiants ont été éclairés par la présidente directrice générale Mme Maïda Zainabou sur, entre autres sujets, la création de l'entreprise, les mutations ainsi que les difficultés spécifiques à Nigerlais, initiées dans le seul but de jouer un rôle important dans le développement de l'économie nationale.
Le Conseil supérieur de la communication CSC a tenu ce matin une session au titre du mois d'avril. 7 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Asma Ousseidou, Sadou Deme. Des 7 points inscrits à cette session ordinaire CSC au titre du mois d'avril 2019, le point 5 relatif à l'examen et l'adoption du projet de délibération sur l'accès équitable de la presse a constitué le point d'ordre de la dite rencontre. Depuis presque 2 ans, le gouvernement a adopté le décret numéro 2017-052-PRN-MC du 25 janvier 2017 régissant la publicité par voie de presse, qui définit les règles relatives à la forme et au contenu des messages publicitaires et fixe le cadre général de contrôle et de régulation des activités publicitaires. Ce décret a créé en son article 27 un conseil de publicité, organe consultatif placé sous l'autorité du CSC, dont les attributions sont entre autres proposer au CSC les modalités d'accès au marché publicitaire, veiller au respect de l'accès équitable et effectif de la presse privée aux activités publicitaires de l'État et de ses démembrements. En application de ces dispositions, le Conseil de publicité a formulé des propositions qui ont servi de base à l'élaboration d'un projet de délibération sur l'accès équitable de la presse privée au marché publicitaire. C'est ce projet de délibération que nous allons examiner au cours de notre session, en ayant à l'esprit qu'il doit faire accélérer le processus de signature de la convention collective interprofessionnelle par les patrons de presse en vue de l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes du secteur privé. Pour ensuite s'appesantir sur le projet de délibération définissant le cahier de charges de l'agence nigérienne de diffusion AND. En effet, l'article 28 de la loi numéro 2018-23 du 27 avril 2018 portant sur la communication audiovisuelle dispose que, je cite, l'activité de distributeur de services d'édition, de communication audiovisuelle auprès du public est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée par le Conseil supérieur de la communication, quel que soit le réseau de télécommunications. Cette autorisation est assortie d'un cahier de charges. Nul ne peut exercer cumulativement les activités d'éditeur et de distributeur de services. Fin de citation. C'est donc le contenu de ce cahier de charges qui est soumis à votre appréciation afin de permettre à l'agence de disposer d'un document de référence pouvant lui permettre d'accomplir convenablement sa mission. Comme à toutes les sessions, le président du CSC a invité les conseillers à examiner avec la plus grande attention ces projets de texte soumis à leur examen. La communauté internationale célèbre ce 25 avril la journée internationale de lutte contre le paludisme. Zéro palud, je m'engage. C'est le thème retenu cette année. À cette occasion, je vous propose de suivre ce reportage signé Arietta Salam. En cette période du paludisme saisonnier, les enfants et les femmes enceintes payent de lourds tributs. Cette année, on constate la recrudescence du neuropaludisme, qui est la complication la plus mortelle du paludisme. C'est une manifestation grave survenant après une infestation par le Plasmodium falciparum, parasite transmis par l'anophèle femelle moustique responsable du paludisme. Vous connaissez les palus, il y a plusieurs formes. Il y a la forme simple et il y a la forme compliquée. Et cette forme compliquée, c'est elle qui est plus redoutable car elle est à la base pratiquement de la mortalité, c'est-à-dire des décès liés au palud. Donc les complications sont multiples, mais les plus fréquentes sont surtout la forme neurologique, qu'on appelle le neuropalud, qui se voit surtout chez les enfants du moins de 5 ans. Et comment elle se manifeste? Elle se manifeste par des convulsions répétées. Donc, dès qu'un enfant qui a le palud, ou du moins c'est un enfant qui a un corps chaud, qui a une fièvre, avec un palud confirmé normalement suite à un test diagnostic rapide ou une goutte épaisse, et que l'enfant commence à convulser, il fait plus de 2 convulsions par jour, là c'est des signes effectivement qui orientent vers un neuropaludisme. Et avec une hypertonie, l'enfant devient tonique, n'est-ce pas, tout son corps devient rigide, tout ça, c'est des signes qui orientent vers le neuropalud. En fait, ce qu'il faut comprendre du neuropalud, vous savez, le paludisme, c'est une maladie, une infection parasitaire qui touche les globules rouges. Alors, ces parasites, les plasmodiums, ils attaquent le globule rouge, et ces globules rouges, s'ils sont parasités, ils obstruent effectivement certains vaisseaux, notamment les capillaires qui irriguent, n'est-ce pas, le cerveau.
Et c'est ce qui empêche effectivement le sang d'aller convenablement au niveau du cerveau. Donc le cerveau n'est plus oxygéné et c'est ce qui explique la survenue, n'est-ce pas, de ces neuropaludismes. Donc c'est une complication vraiment très très grave à redouter. Le neuropaludisme peut, après guérison, laisser des séquelles neurologiques à un malade. Et ce que nous constatons dans notre société, si ces genres de maladies surviennent, surtout des convulsions, avant de penser au neuropalie ou de penser à aller le plus rapidement vers les centres de santé, on pense à aller chez les féticheurs, on pense que c'est autre chose qui sont extra-médicales qui sont survenues. Je pense que les uns et les autres, surtout les mamans, doivent éviter cette considération, considérer que c'est un palier qui s'est compliqué, amener l'enfant rapidement vers le centre de santé pour qu'il soit pris en charge. Alors si les palus arrivent le plus rapidement, on amène l'enfant, ça évitera l'évolution vers la complication. Alors si tel que la complication arrive, évitez de faire attendre, parce que les palus compliqués, les neuropalus, ça touche les neurones, et vous savez, ça peut laisser des séquelles. Un enfant peut avoir des séquelles même après guérison, et c'est ce qui n'est pas bon, qui peuvent avoir des conséquences sur son développement moteur et même psychologique. Dès l'apparition des premiers signes du paludisme, à savoir la température, les vomissements, les douleurs articulaires, se rendre immédiatement au centre de santé pour une prise en charge adéquate afin d'éviter la complication qui conduit au neuropaludisme. Du sport dans cette édition avec le tirage au sort au siège de la FENIFOOT des 16e et 8e de finale de la Coupe nationale. On est en droit d'attendre des bonnes confrontations en mai prochain. C'était ce jeudi matin dans la salle de conférence de la fédération. Abdrazak Léo, Halidou Brema. C'est une salle pleine de dirigeants de clubs, représentants de clubs et autres journalistes qui a suivi avec attention le tirage de la Coupe nationale, les 8e et 16e de finale. Il s'agit de la 45e édition de la Dame Coupe. On est généralement habitué à jouer la finale de la Coupe nationale, comme vous le savez, chaque 3 août, qui est la fête de l'arbre. Mais malheureusement, avec les contraintes de calendrier que les instances de la FIFA et de la CAF nous exigent, nous sommes maintenant obligés de jouer probablement la compétition courant mai. Parce que le calendrier international nous impose de donner les noms des clubs qualifiés pour les compétitions interclubs de la CAF durant le mois de juin. Donc les enregistrements se font à partir du 1er juin jusqu'au 30. Donc ce qui fait qu'on a une contrainte pour pouvoir jouer la finale le 3 août. Donc exceptionnellement, à partir de cette année, la date n'est pas encore fixée, mais nous pensons que nous allons jouer la finale en début juin. Un tirage de Coupe nationale, c'est un poker. On ne peut pas dire qu'on est gagnant avant le match. Par exemple, moi, je tire quand même une leçon de cette Coupe nationale parce que l'an passé, j'ai été éliminé par l'équipe de l'université ou à Arlit. Donc, je pense que cette fois-ci, nous allons prendre quand même les dispositions idoines pour au moins dépasser ce 16e tour-là. Je viens de tirer le Zumunta Athletic Club de Niamey. On souhaite, parce que nous prenons tous les adversaires, tous les clubs au même pied d'égalité. Il n'y a pas de petits clubs. Et surtout en matière de coupe, il faut se dire que vraiment le miracle peut se produire. On ne le souhaite pas, mais nous prenons tous les adversaires au même pied d'égalité. Le tirage, à mon avis, vraiment, ça a été vraiment bien fait. Il n'y a pas de problème, c'est aussi au vu de tout le monde que ça s'est passé. À l'issue du tirage, on aura droit à de très bons matchs. Et pour cette nouvelle édition, une innovation est au rendez-vous. Généralement, nous commençons les compétitions à partir des 16e de finale. Mais vu aujourd'hui l'augmentation des compétitions avec la réforme des compétitions, il nous a fallu procéder d'abord à un tour préliminaire pour pouvoir qualifier 18 auxquels se sont ajoutés les 14 clubs de la Super League pour nous donner 32 équipes. Et c'est à partir des 32 équipes qu'on commence les 16e de finale.
Et vous avez vu aujourd'hui les 8 exemptés qui n'ont pas pu faire le tour préliminaire. Et à l'issue des 10 rencontres du tour préliminaire, il y avait 10 équipes qui se sont qualifiées. Donc plus la Super League, c'est ça qui nous a permis de faire le tirage au sort en toute transparence, en toute simplicité, devant plusieurs témoins, n'est-ce pas? C'est dire que ça ne souffre d'aucune ambiguïté. Chacun a tiré son sort et nous souhaitons voir aussi de très bons matchs dans l'esprit de fair play, n'est-ce pas? L'acceptation de la défaite comme de la victoire. Les matchs auront lieu les 4 et 5 mai prochains pour les 16e de finale et les 8e auront lieu les 9 et 10 mai. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.